Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Petit fait fascinant pour commencer, le texte qu'on décortique aujourd'hui a été écrit à la base comme une sorte de lettre de motivation un peu désespérée par un fonctionnaire en exil, Nicolas Machiavel. Ses idées étaient tellement, disons, scandaleuses que l'ouvrage a carrément fini par être banni par le pape. Bienvenue dans cette exploration détaillée du prince, un véritable manuel qui a secrètement façonné les esprits les plus puissants de notre histoire. La prémisse centrale de notre source est tranchante comme un rasoir. Le monde n'est pas gouverné par une belle moralité idéaliste, pas du tout. Il est régi par le pouvoir brut, la stratégie impitoyable et l'intérêt personnel. C'est vraiment un texte qui arrache le voile sur la véritable nature de l'autorité. Et avec ça, on pulvérise tout de suite l'illusion d'enfance selon laquelle les gentils gagnent toujours à la fin. En fait, l'œuvre avance que ce soit dans les couloirs obscurs du pouvoir ou dans le monde impitoyable des affaires, les idéalistes finissent souvent écrasés par des esprits purement stratégiques. Attention, il ne s'agit pas du tout de faire l'apologie de la méchanceté ou de la cruauté, non. C'est plutôt une tentative de rapporter très objectivement une vision du monde où, pour simplement survivre, il faut parfois accepter de laisser ses beaux principes au vestiaire. Pour bien saisir cette vision sombre mais ultra pragmatique, notre analyse va s'articuler autour de 5 grands axes. D'abord, l'illusion de l'idéalisme. Ensuite, le lion et le renard. Troisièmement, l'amour, la peur et la générosité. Quatrièmement, la cruauté et les promesses brisées. Et enfin, les conseillers et la maîtrise de la fortune. Première partie, l'illusion de l'idéalisme, ou comment ceux qui s'y accrochent finissent inévitablement par chuter. L'erreur fatale de l'idéaliste, c'est d'interagir avec les autres en se basant sur la façon dont ils devraient idéalement se comporter. De l'autre côté, l'esprit stratégique, lui, interagit avec les gens tels qu'ils sont réellement. Et dans cette analyse, la nature humaine n'est pas peinte en rose. Elle est perçue comme fondamentalement motivée par l'intérêt personnel, l'avidité et la peur. Du coup, naviguer dans un tel environnement avec une confiance aveugle et naïve, c'est considéré comme un suicide stratégique absolu. L'insistance à vouloir être fondamentalement bon dans absolument toutes les situations va inévitablement mener à la ruine. C'est dur à entendre, mais c'est le cœur de l'argument. Ce qui nous amène à notre deuxième grand concept, le lion et le renard, c'est-à-dire l'équilibre parfait entre la force brute et la ruse. Pour survivre au sommet, un dirigeant se doit d'incarner deux natures diamétralement opposées. D'un côté, on a le lion, c'est la force brute, la capacité d'intimider et de terrifier les loups. Mais la force seule rend complètement aveugle au complot. C'est pour ça qu'il faut absolument intégrer le renard. Le renard symbolise la ruse, la capacité à lire entre les lignes, à repérer les pièges cachés. Si on est seulement un lion, on devient la cible parfaite pour les pièges subtils. Et si on est seulement un renard, eh bien on ne fera fuir aucun loup. La véritable maîtrise de l'autorité, la clé du succès, c'est vraiment la fusion totale de ces deux bêtes. Troisième partie, amour, peur et générosité. On entre là dans les véritables dilemmes du leadership au quotidien. C'est sans doute la question la plus emblématique de tout l'ouvrage. Vaut-il mieux être aimé ou craint ? Quand on gère des relations humaines à haut niveau, est-ce qu'on cherche l'affection ou est-ce qu'on inspire la terreur ? La réponse de notre texte est d'un cynisme absolu, mais elle repose sur un pragmatisme tellement glacial et précis que ça en est désarmant. Et dans cette philosophie, c'est la peur qui l'emporte, haut la main. L'argument est simple, l'amour est hautement conditionnel. En gros, les humains rompent les liens d'affection à la seconde où leurs propres intérêts sont menacés. À l'inverse, la peur, c'est un instinct de survie pur, viscéral, basé sur la crainte de la punition. Ça ne disparaît pas comme ça. Mais attention, il y a une ligne rouge très claire. Il faut inspirer la peur sans jamais franchir la limite de la haine. Comment on fait ça ? Eh bien, en ne touchant jamais, au grand jamais, à la propriété ni à l'honneur des individus. Parce qu'une injustice gratuite, ça engendre inévitablement une haine viscérale et destructrice. En lien direct avec ça, on trouve ce que la source appelle le piège de la générosité. Et ça, c'est complètement contre-intuitif. Le texte affirme qu'être trop généreux, ça épuise les ressources et pire, ça transforme un don exceptionnel en un droit acquis. Les gens s'y habituent. Et le jour où les caisses sont vides et que les dons s'arrêtent, le ressentiment explose. À l'inverse, adopter une certaine parcimonie au départ, disons une pingrerie stratégique, fait que la moindre petite faveur accordée plus tard sera perçue comme un geste absolument incroyable. C'est une manipulation redoutablement habile des attentes. Quatrième partie, et on plonge dans la zone la plus sombre, l'application calculée de la cruauté et des promesses brisées. On a affaire ici à une véritable ingénierie inverse de la psychologie humaine. Le principe est brutal. Si une action sévère ou cruelle est indispensable, elle doit être exécutée d'un seul coup et avec une force écrasante. L'idée, c'est d'anéantir instantanément toute capacité de vengeance de l'adversaire. Les petites blessures, lentes et répétées, elles ne font que nourrir la rancune. Mais une fois que cette violente tempête est passée, la cruauté doit s'arrêter net.
Les actes de bonté, par contre, on les distribue au compte-gouttes, très lentement, pour que leurs doux souvenirs finissent progressivement par remplacer l'horreur du choc initial. Dans la même veine, on retrouve le concept de flexibilité stratégique. L'auteur part du principe que, vu que la nature humaine a une fâcheuse tendance à la trahison, un dirigeant n'a aucune obligation morale de tenir une promesse si les conditions qui l'ont motivé ont changé. Il faut rester fluide, adaptable, un peu comme l'eau. Si un engagement passé devient un boulet qui menace la stabilité ou l'objectif final, on le jette par-dessus bord. Encore une fois, la survie pragmatique et la victoire l'emportent systématiquement sur la sacro-sainte moralité de la parole donnée. Enfin, 5e et dernière partie, les conseillers et la fortune, ou comment réussir à gérer l'incontrôlable. Les flagorneurs, ceux qui disent toujours oui, sont décrits comme un poison mortel pour le pouvoir. Ces personnes qui flattent l'ego en permanence ne font qu'aveugler les décideurs. La parade recommandée, mettre en place un contrôle de l'information presque dictatorial. On s'entoure d'un tout petit groupe, on ne les autorise à parler que lorsqu'on le leur demande explicitement, on valorise et on récompense uniquement ceux qui balancent les vérités dures qui font mal, puis on s'isole complètement pour prendre la décision finale tout seul. C'est le seul moyen de ne pas devenir la marionnette de sa propre cour. Reste la grande question de la fortune, la fameuse chance. Beaucoup ont tendance à croire que le succès d'une vie est uniquement le fruit du hasard. L'œuvre balaye cette passivité et propose un ratio vraiment stimulant. D'accord ? La chance dicte à peu près 50% de nos affaires, mais ça veut dire qu'il reste une moitié entière sous le contrôle absolu de notre libre arbitre et de nos actions. Malgré la noirceur du texte, c'est un message qui redonne énormément de pouvoir à l'individu. D'ailleurs, la métaphore de la rivière est géniale pour illustrer cette part d'imprévu. La chance y est comparée à un fleuve en furie. Quand il déborde, il arrache tout. La pire erreur serait de s'asseoir et d'attendre l'inondation en croisant les doigts. Non, l'esprit stratégique s'active pendant les périodes de calme pour construire des barrages massifs et de hautes digues. Comme ça, quand la tempête frappe, et elle frappera forcément, les structures tiennent le coup. Le mot d'ordre, c'est d'être proactif. Tout simplement parce que la fortune a toujours tendance à favoriser ceux qui agissent avec audace, pas ceux qui hésitent au bord de l'eau. Pour clôturer cette analyse, voici une pensée à méditer. Les tactiques qu'on vient d'explorer ont choqué des générations et elles font encore grincer des dents aujourd'hui, c'est certain. Mais face à cette idée tenace que notre monde est fondamentalement régi par les rapports de force et les intérêts personnels, on est en droit de se poser une question vertigineuse. L'idéalisme moral, le fait de vouloir être pur à 100%, est-ce que c'est une garantie absolue de se faire détruire par des adversaires impitoyables ? Ou bien ce pragmatisme glacial, cette froideur calculée, est-ce finalement le prix incontournable, la concession nécessaire pour simplement survivre ? C'est un débat fascinant et je parie qu'il continuera de diviser les esprits pendant encore très très longtemps.